Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur la customisation d'une basse en kit. Mais d'abord une petite devinette. Quel est le point commun entre moi et le corps de ma basse? Eh bien, nous sommes verts tous les deux. Et oui, le processus de finition à l'huile a assombri vraiment le corps de la basse. Donc au lieu d'avoir une teinte bleue avec des reflets verts, on a une teinte verte avec certains reflets bleus quand même, il faut bien le reconnaître. Bon, c'est joli, c'est pas raté, c'est juste pas la couleur que j'espérais. Mais je vais m'en contenter parce que l'alternative c'est de tout repenser, de tout recommencer. Et mine de rien, j'ai quand même envie de jouer cette basse depuis le temps que je l'ai acquise. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler le corps de la basse avec son manche pour pouvoir vérifier que ça fonctionne bien. Et puis mettre les protections nécessaires pour pouvoir faire la finition à l'huile du dos du manche. Donc là, je pense que je ne vais pas passer par l'étape de ponçage, ou alors très peu, peut-être un petit peu sur la tête, parce que c'est vraiment très lisse, c'est vraiment bien fini, et on va pouvoir appliquer de l'huile de finition dessus. Allez, on y va. Donc voici, on a la basse avec son manche. Donc l'idée, ça va être de protéger la touche pour ne pas mettre de vernis dessus. Donc je vais appliquer un scotch protecteur au niveau de la touche et aussi au niveau de la découpe du talon pour ne pas avoir à vernir cet endroit et apposer une couche supplémentaire qui empêcherait la bonne incrustation du talon dans le corps du manche. Donc, je présente ça comme ça. Hop. Et je vais marquer avec un crayon de bois tout le tour, là où je vais devoir placer du scotch de masquage. Donc les puristes m'excuseront, mais on dit du ruban de masquage, mais pour le coup j'ai vraiment acheté du scotch. C'est-à-dire que ça c'est du ruban de peinture, on met ça sur les murs pour protéger lorsqu'on peint. J'ai investi un peu là-dedans parce que je vais l'utiliser pour protéger la touche ici aussi, mais où je ferai un petit travail sur les frettes. Je vais poser ça sur la touche entre les frettes pour pouvoir travailler sur les frettes. Celui-là est censé s'enlever beaucoup plus facilement et ne pas laisser de traces. Bon, ce manche n'arrête pas de bouger, donc je vais enfin pouvoir me servir de ce magnifique objet que mon beau-frère m'a fait en bois, qui permet de reposer le manche pour qu'on travaille dessus. Le truc, c'est que c'est prévu pour être posé vraiment à plat comme ça. Là, du coup, ça bouge plus, mais là, j'ai besoin de le poser sur la tranche. Et ça va pas aider, j'ai l'impression. Ah, peut-être. Allez, on va essayer. On va s'occuper de ça. Donc, du coup, on va le mettre de l'autre côté, on va voir si ça marche. Oui, c'est déjà mieux. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de scotcher complètement le manche. Enfin, les parties du manche que je ne veux pas huiler. Donc, je me rééquipe. On va partir pour la séance d'application de l'huile. Alors c'est la même technique que sur le corps de la basse. Sauf que là, la différence, c'est qu'on va mettre sûrement moins de couches. Parce que c'est un bois qui n'est pas poreux, un bois dur. Donc toujours avec cette huile de chez Crimson Guitars. Je fais pas de pub, mais ça a été recommandé par un bon nombre de luthiers en ligne, ou luthiers amateurs en ligne. Donc pour m'organiser, je vais commencer d'abord par le devant de la tête, comme ça je pourrai faire tout le reste tranquillement. Donc on recommence avec ces carrés
ces carrés d'essuie-tout. On va voir ce que ça donne. Vous voyez déjà, rien qu'à mettre la première couche, on voit que ça va déjà foncer. De toute façon, l'huile a une couleur, vous voyez bien. Je pense qu'à fur et à mesure qu'on va mettre les couches, on va voir de plus en plus les veinures du bois qui vont apparaître. Je m'étais posé la question de savoir si j'allais pré-teinter le bois en érable, mais j'ai fait un essai, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de vous le montrer. J'ai fait un essai sur le talon. Ce qu'on avait fait pendant les essais du live, la teinte grisée au vinaigre. J'ai fait un essai, ça rend absolument pas bien, c'est affreux. Donc, c'était pas une bonne idée du tout d'utiliser cette technique, je pense. On va faire comme la dernière fois, on va attendre que ça a bu et puis on va repasser une couche après. En attendant, je vais continuer sur le reste. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre non plus dans les trous pour les mécaniques parce que ça risque de poser problème aussi si ça attache. Vous voyez, ça donne un aspect brillant et ça fait ressortir tout le veinage transversal. C'est intéressant. Et on va faire comme on a fait la dernière fois. On va attendre 5 minutes que ça commence à absorber et on va remettre tout de suite une deuxième couche avant de laisser sécher 5-6 heures. On reprendra peut-être ce soir ou demain. Voilà, donc on se retrouve après 3 couches de finition à l'huile. Alors ça a un petit peu assombri alors ça a un petit peu assombri l'érable, mais ça a aussi fait apparaître, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, le veinage transverse de ce bois. Et je trouve ça assez joli. Alors du coup, on est sur une finition pas brillante, hein, mais plutôt satinée. C'est ce que je cherchais. Et le toucher est assez agréable, quoi. Donc si on regarde de l'autre côté, là on voit vraiment bien le veinage zébré de ce bois. Et sur le manche, avec l'éclairage, là on voit bien la finition satinée, brillante. Alors c'est très très lisse, hein. Je suis content de ne pas avoir essayé de poncer un peu plus. J'aurais peut-être pu reponcer un tout petit peu ici, mais bon, c'est pas forcément rédhibitoire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va enlever le scotch déjà. Et justement à cet endroit-là, on va voir la différence entre le bois. Alors bon, là évidemment, j'ai fait des essais, c'est pas très représentatif, mais là ici, on voit bien la différence entre la partie qui a été teintée, huilée, pardon, et la partie qui a été laissée brute. On voit bien la démarcation. Alors c'est intéressant parce que la finition, enfin la teinte grisée, effectivement, ça fait ressortir aussi le veinage transverse. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, excusez-moi pour le noobisme. Et puis là, ici aussi, on voit bien la différence entre la partie huilée et la partie brute. Voilà, donc notre manche il est fini au niveau du bois. Maintenant, il y avait quelque chose que j'aurais bien aimé faire avant de pouvoir mettre les mécaniques et de l'installer sur le corps de la basse. C'est au niveau des arêtes ici. Voilà. Je trouve que lorsqu'on passe le doigt, on sent encore un petit peu les frettes. Et donc je pense qu'il y a un petit travail à faire sur la courbure. Sur la courbure ici, au niveau de la finition de la frette. Alors c'est pas grand chose, hein. C'est un peu du travail de finition.
Dans un premier temps, je vais essayer d'enlever je sais pas si on va l'entendre au micro. Voilà, ce côté râpeux des frettes. Alors pour faire ce travail, j'ai investi, enfin investi c'est un grand mot, hein, c'était pas très très cher sur Amazon, dans des petites limes de précision. Alors il y en a une conique, alors je sais pas si ça va faire la mise au point, une conique, une plate ronde, une ronde complètement. Je vais faire voir sur l'autre caméra, ce sera peut-être plus facile à détecter. Donc voilà, c'est des limes de précision qui permettent effectivement d'enlever très peu de matière sur des endroits très précis. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est protéger le fretboard. On va d'abord en mettre un transverse, qui va permettre de pouvoir enlever facilement les autres une fois qu'on les aura installés. Donc je veux en mettre vraiment à la limite des frettes. Et du coup maintenant, on va s'amuser à en mettre le long de chaque frette. Vraiment pile poil au bord. J'aurais pu en mettre un peu moins. Je vais en mettre partout sur le fretboard. Comme ça, une fois que j'aurai fait le travail de l'image, je pourrai faire un travail de polissage aussi sur les frettes, sans abîmer le fretboard. Et le dernier, hop, juste pour protéger la dernière. Voilà, donc le manche est prêt et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, on va zoomer un peu et on va voir ce que ça donne. J'ai 3 types de limes. Alors, je pense que je vais commencer par la conique pour essayer de rattraper. Et vous voyez, j'attaque déjà le scotch de masquage là. Peut-être essayer avec l'arrondi. Ah oui, ça attaque vraiment. Alors je pense pas qu'il y a beaucoup à faire, hein. C'est vraiment faire un petit lissage en rond comme ça. Ah oui, déjà quand on passe le doigt là, c'est beaucoup plus lisse. Donc je pense que je vais faire 1, 2, 3. Ah ouais, bah apparemment ça semble suffire. Vous voyez, ici c'est beaucoup plus arrondi que sur la frette d'à côté qui est beaucoup plus tranchante. Là c'est la frette non travaillée. Et là c'est le bord de frette qui a été un peu arrondi. Le problème c'est que ça attaque le scotch de masquage et j'ai peur d'abîmer le fretboard. On va faire le haut du manche du coup, enfin de l'autre côté des frettes. Vous voyez, hein, j'ai bien attaqué le scotch là un peu partout. Je me suis rendu compte quand même qu'il fallait y aller assez franco quoi.
sinon ça enlève pas assez de matière. Donc en fait ce que je fais, c'est que je fais tous les côtés droits d'un coup et tous les côtés gauche d'un coup. Donc je donne pas mal de coups de lime comme ça en arrondi, et après je reprends une lime un petit peu plus épaisse sur laquelle j'appuie beaucoup moins pour vraiment finir le bout, quoi. On a vraiment un arrondi qui est plus agréable que le côté qui arrache. Voilà, je continue dans tous les côtés droits et après je fais tous les côtés gauche. Voilà. Et après, avec la lime un petit peu plus grosse. Donc voilà, je continue sur toutes les frettes. Alors voilà, j'ai terminé le rabotage, je ne sais pas quel est le terme, des frettes sur les côtés, en fait, ici et ici. Donc on a plus cette sensation que ça râpe. Par contre, sur certaines frettes, il y a aussi cette sensation ici. C'est-à-dire qu'il y a encore une arête ici entre le bord du manche et le haut de la frette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma lime plate. Alors, il y a certainement de meilleurs outils pour faire ça, quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de raboter le haut de la frette pour faire un arrondi ici. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus doux maintenant. Donc je vais faire ça sur toutes les frettes. Alors là, il faut vraiment y aller tout doucement, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'enlever grand chose. Il y a certaines frettes où c'est plus sensible que d'autres. Par exemple celle-là ici, vous voyez, là il y a vraiment une arête très, enfin pas saillante, hein, mais très présente. Donc là, hop, un petit coup ici, un petit coup sur le côté, un petit coup dessus, vous voyez, et voilà, c'est quasiment... y aller tout doucement. Je pense qu'avec la laine d'acier, ça va finir d'arrondir. Donc voilà, je vais reprendre tout ça sur l'ensemble du fretboard et je pense qu'on aura terminé ce travail préparatoire. Le travail sur le bord des frettes est terminé, donc ça, a priori j'en ai plus besoin. Il y a une dernière chose que je voudrais faire par acquis de conscience, je voudrais vérifier le nivellement des frettes. Alors mon manche est droit, j'ai réglé le truss rod pour qu'il soit bien droit. J'ai pas de règle pour vérifier. On va imaginer que c'est le cas. Et donc j'avais vu un tutoriel où en fait il fallait prendre une règle de maçon, toutes les frettes soient bien au même niveau. Donc l'idée c'était de prendre un marqueur, de marquer le dessus des frettes. Voilà. Et après passer la règle pour voir où est-ce que ça s'efface. Donc on va essayer, puisqu'on en est là, hein. Alors de retour après avoir vidé la carte mémoire, donc je me rends compte que le marqueur permanent, ça ne tient pas bien sur la frette. Donc j'aurais peut-être dû les nettoyer avant, à l'alcool ou quelque chose comme ça, bon tant pis. Entre deux, j'ai essayé de trouver de quoi fixer du papier de verre sur ma règle. Et j'ai pas trouvé. La technique qui marche bien en fait, c'est de mettre deux bandes de protection collées ensemble avec de la superglue, mais j'ai pas trouvé de superglue. Donc j'ai trouvé du double face. On va voir ce que ça donne. Et puis je vais prendre du papier vert assez fin. J'ai du 800. Et puis on va coller des bandes, ça va être vraiment empirique, hein. Bon, on est bien d'accord, hein, c'est très moche, c'est mal fait, c'est très empirique, mais l'idée c'est juste de voir qu'est-ce qu'il en est au niveau du nivellement des frettes.
de ce manche. Et donc le principe, c'est de faire des allers-retours en croix comme ça. Et de voir où est-ce que le marqueur reste, pour savoir s'il y a des frettes plus élevées que d'autres. Alors l'idéal, c'est de faire ça sur vraiment toute la longueur du manche, mais bon, c'est vrai que ces frettes du bout du manche, moi j'y joue peu. Et puis ce qu'on peut faire, c'est un travail individuel sur ces frettes là, parce que s'il y a des endroits où ça peut buzzer, c'est souvent après la 12e frette, quoi. Mais bon. Déjà, on va juste faire ce petit passage et on va regarder ce qu'il en est. On va essayer de zoomer. Vous voyez que ici, le marqueur n'est pas parti. Ici non plus. Ici non plus. Donc a priori, soit je suis pas allé assez loin, soit ces frettes là sont plus basses que toutes les autres. Et du coup, j'ai un risque de buzz dans ces zones là. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ah, ça a l'air de s'enlever un petit peu, donc c'est peut-être parce que j'étais pas allé assez. Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal quand même pour un manche premier prix. Alors maintenant, l'autre problème inhérent à ça, on va rezoomer un petit peu, c'est que du coup mes frettes, mes hautes frettes, se sont aplaties quoi. Et c'est pas tout à fait ce qu'on veut lorsqu'on règle un manche de guitare. On veut qu'il y ait une sorte de pointe où le contact entre la corde et la frette se fait. Donc ce qu'il va falloir faire, je pense que c'est reprendre ces fameux outils et de essayer de retrouver une zone un peu plus pointue au niveau de chaque frette. Mais je pense que j'ai pas les outils pour le faire. Donc on va arrêter là sur ce massacre de manches. Et si jamais il y a besoin de faire ce travail, peut-être que je lâcherai un petit billet chez un luthier, un vrai luthier qui fera ce travail là bien mieux que moi. Et après on va passer au polissage avec la laine d'acier. Bon, je pense que c'est pas vraiment rédhibitoire ce que j'ai fait. Le point de contact sera peut-être plus large, mais c'est pas dramatique. Sur une basse à ce prix là, je pense qu'on n'entendra pas vraiment la différence. Par contre, du coup, on va polir les frettes avec de la laine d'acier. Ça va enlever le marqueur déjà, et puis ça va les rendre un petit peu plus brillantes. Vous voyez la différence entre une frette polie et une frette mal polie. Alors il y a des moyens de polir beaucoup plus finement. On pourrait mettre de la pâte à polir que je n'ai pas. On pourrait acheter des gommes pour polir les frettes que je n'ai pas non plus. Donc on va faire un travail, on va juste faire ce travail de polissage léger
Et je pense que c'est pour le travail du manche. On va le faire aussi sur le côté pour finir de lisser le travail qu'on a fait sur le bord des frettes. Et c'est là qu'on est content d'avoir mis du scotch de masquage quand même, hein, parce que l'ébène il en prendrait un sacré coup, je pense aussi. Bon voilà, le polissage des frettes est terminé. Bon, c'est pas exceptionnellement brillant, mais c'est suffisamment brillant pour moi. C'est propre. On va pouvoir enlever le scotch. Alors si tout va bien, ça va s'enlever tout seul. Si tout va pas bien, eh ben on va galérer. Il y a quand même des résidus. Hein. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer tout ça. Bon, ça n'a pas l'air de coller, donc il ne doit pas avoir trop de résidus de colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'alcool ménager. On va voir ce que ça donne. Donc ça va dégraisser. Et en plus, ça va sentir bon. Ah bah, c'est crade. Hein. Vous voyez ? Dernière étape, on va appliquer une huile de protection sur la touche. Alors c'est un produit exprès. Hein. On peut mettre de l'huile de lin, on peut mettre de l'huile de citron. Bon, moi j'y vais rien de tout ça, donc on va y aller assez franco, puisque c'est une touche qui n'a pas été traitée apparemment. Bon, ce qu'on veut faire, c'est mettre le produit partout sur la touche et le laisser imbiber et voir si on doit en rajouter ou on doit enlever le surplus. Donc, je vais le laisser quelques minutes comme ça et on va voir ce que ça donne dans 5 minutes. Voilà, bon, ça fait à peu près 5 minutes. Ça a absorbé un petit peu, pas partout, donc ça, je pense que c'est pas la peine que j'en remette. Je vais essuyer le surplus. Voilà. Là on a une belle touche qui est bien nette, bien propre. Alors, je vais d'abord faire dans ce sens-là et refaire dans le sens du bois après. Voilà. Et je pense que ça ira pour ce travail sur le manche. L'intérêt c'est que maintenant, quand on passe la main en dessous, là, on sent les frettes, mais c'est pas saillant, quoi. C'est pas le travail sur une Marcus Miller, hein, loin de là. Mais c'est, je pense, assez satisfaisant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui a été, comme d'habitude, beaucoup trop long. Alors, je vous refais voir un petit peu le résultat. Donc, c'est pas assemblé, donc je le tiens comme je peux. Voilà, donc le manche sur lequel on a travaillé, qui est très agréable, du coup, maintenant. Le corps, le pickguard. La prochaine fois, eh bien, on commencera à assembler l'accastillage et puis à positionner les micros. Et on va s'approcher de la finition de cette basse, enfin. Allez, salut!